seront moins inhibés pour poser des questions. Ok, ça va. D'accord? Donc, ils Ouais. seront moins inhibés. Ah, et la jeunesse, hein. Alors, donc, rebonjour à tous, rebonjour à toutes. Je suis encore une fois très heureux d'avoir un speaker ou une speaker de la diaspora tunisienne, donc Missem Abdejli. Alors là aussi, avec chaque speaker, il y a une anecdote. Donc, Missem, خارجة من الاس بي ام يا نبيل. Donc là aussi, nous avons un autre alumni من الاس بي ام de Monastir. Et elle a eu une expérience de la recherche assez particulière. Donc, elle est passée par plusieurs labos. Elle est inscrite maintenant avec l'université de Carthage. Donc, c'est l'FSB, if I'm not wrong. La Oui, faculté, faculté de sciences de Bizerte. entre autres. Donc, elle fait des choses avec la faculté des sciences du Bizerte. Et puis, elle fait aussi des travaux à l'université de Mons, en Belgique. Et son travail, c'est plutôt la résistance aux métaux lourds, la résistance à l'irradiation. Elle va parler plus de son travail, mais ce que je voulais dire, c'est NICEM, c'est aussi un exemple concret de quand on veut faire vraiment de la recherche, voilà, quand on veut faire quelque chose qu'on aime, on va faire tout ce qui est dans notre pouvoir pour to reach. Maintenant, je dois shifter moi aussi en anglais. To reach our goal. Et c'est un exemple réel, vivant, d'une réussite et de détermination. Donc, elle va parler plutôt aujourd'hui d'un de ces projets qui est les bactéries dans la Station spatiale internationale. Et je vous laisse le soin, Nissem, et merci beaucoup, de commencer par vous présenter encore une fois vous-même et de euh, donner du blowing mind à nos étudiants et à nos chercheurs présents dans la salle. Merci beaucoup, Nissem. Aïch. Merci, Mohamed, pour cette présentation. Alors, je dis bonjour à tout le public et un grand merci, je viens de dire à Mohamed, mais aussi à tous mes amis et collègues qui ont participé à la réalisation et à la planification de cette conférence. Et je remercie également les étudiants qui sont présents pour nous écouter aujourd'hui. Alors, petite présentation sur moi-même. Je suis une étudiante bientôt en quatrième année de thèse, en co-tutelle en fait. Donc, je fais une co-tutelle entre la faculté des sciences de Bizerte, Fitounes, et la faculté des sciences à l'université de Mons en Belgique. Et donc, aujourd'hui, je vais, comment dire, bon, j'ai préparé la présentation en anglais, mais on a décidé finalement de communiquer en français. Donc, il y aura un peu les deux de temps en temps. Euh, je vais faire une présentation générale de ce que je fais dans mon projet de thèse. Donc, on ne va pas trop rentrer dans les détails techniques. Oui, parce qu'il fallait prendre une décision, soit rentrer dans les détails techniques, soit pouvoir parler de ce concept de biofilms et de bactéries dans l'espace, un peu aussi l'effet des radiations. Donc, on ne pouvait pas tout mettre en même temps. Alors, je pense qu'on peut y aller. Alors, les bactéries. Les bactéries sont là sur cette planète Terre depuis vraiment très, très longtemps. Donc, 3 milliards d'années de bactéries, elles ont largement eu le temps d'évoluer et de trouver tous les moyens possibles pour survivre et prospérer dans des environnements et des milieux qui sont très hostiles aux autres formes de vie. Donc, on peut les trouver dans la glace, aux deux pôles de la planète, on peut trouver dans les caves, et je pense Alif, il connaît bien cet environnement-là. On peut les trouver à survivre dans les déserts les plus arides et dans les hydrothermal vents. Je ne sais plus comment traduire ça en français. Donc, allez, dans des environnements très chauds et très concentrés en composés chimiques, là où sort la lave des volcans. Donc, pour nous, les humains, ce qui nous concerne, donc ces bactéries vont se trouver déjà là où on n'est pas allé, comme dans plusieurs coins de la Terre, sous l'eau, dans allez,
dans la glace au niveau que ce soit du pôle Nord ou du pôle Sud. Mais ils vont nous accompagner aussi dans toutes nos aventures. Par exemple, dans les sous-marins, vous allez trouver les bactéries qui vont partir avec les humains ou aussi qui viennent coloniser le sous-marin à partir de l'environnement. Dans les stations offshore où on doit faire l'extraction du gaz et du pétrole, mais aussi dans l'espace. Donc, ces bactéries partent avec nous dans les fusées, dans les rovers qu'on envoie sur d'autres planètes. Malgré les efforts de décontamination, il y a toujours une proportion de bactéries ou de spores qui va pouvoir partir très loin et survivre potentiellement. Donc, euh, parmi les formes de vie donc, qui permettent ceci, donc nous avons les bactéries. Comme vous avez l'habitude de les étudier dans le laboratoire, je pense pendant vos études, elles sont sous forme de culture liquide. Donc, elles sont sous forme de culture liquide et on appelle ça les bactéries planctoniques ou free cells. Mais en général, dans la nature, les bactéries existent surtout en une forme euh, sessile qu'on appelle les biofilms. Donc, les biofilms, qu'est-ce que c'est? Moi, j'aime bien parler des biofilms comme c'est comme une ville, en fait, comme une ville que construisent les humains. Parce que c'est vraiment un petit peu ça. Donc, vous avez une agglomération de cellules qui décident donc de s'agréger, soit ensemble pour flotter, créer une communauté qui est flottante sur un liquide. Et on voit ça souvent dans les cours d'eau un peu stagnants ou dans les ports, dans la mer ou encore s'attacher à une surface, quelle que soit, dans la nature, le sable, les grains de pierre, et voilà, dans notre milieu humain, ça peut être n'importe quelle surface, d'acier, de verre, de polymère, etc. Donc, vous avez ces cellules qui commencent tout d'abord à choisir une surface pour s'attacher, puis elles vont se multiplier, attirer d'autres bactéries, peuvent être, si elles sont dans un environnement non contrôlé comme au laboratoire, comme quoi, l'environnement contrôlé au laboratoire. Donc, ces biofilms et ces bactéries peuvent être multi-espèces. Donc, vous pouvez avoir plusieurs types de bactéries qui vont coopérer comme une ville internationale pour voilà, pour la prospérité de la ville. Donc, ils vont construire un milieu où ils vont pouvoir cohabiter et vivre ensemble. Donc, si vous laissez assez de temps à ces cellules et vous leur donnez les nutriments et les conditions nécessaires, ce biofilm, en fait, il va continuer à prospérer vraiment comme une ville qui a les ressources, donc il va continuer à s'agrandir. Pratiquement, à quoi ça ressemble? Donc, vous pouvez voir dans ces images-là, vous avez des lames de verre, une surface en polymère en téflon. Ici, ce que voyez en violet, c'est des biofilms qui ont été colorés au cristal violet pour qu'on puisse les voir. Parce que sinon, si vous ne les colorez pas à ce stade-là, il y a des millions de cellules, mais vous ne les voyez pas. Et il faut savoir que c'est des cellules adhérentes. Donc, si on rince ces surfaces à l'eau, peu importe comment vous rincez, ils ne partiront pas. Ces cellules vont être toujours là. Et quand vous colorez après, donc vous allez voir qu'il y a toute cette communauté qui est adhérente à votre surface qu'au début, vous pensiez il n'y avait rien dessus. Et ça, c'est un problème récurrent dans les industries agroalimentaires. Les gens qui travaillent dans ce secteur-là connaissent bien ce problème de formation de biofilms sur toutes les surfaces qui sont en contact avec une source de nutriments, donc du matériel organique. Alors, ces biofilms, ça suscite beaucoup d'intérêt dans les dernières années pour la recherche parce que pour longtemps, on étudiait les bactéries surtout sous forme de culture liquide ou de cellules planctoniques. Donc, c'était le concept de base pour plusieurs raisons techniques et aussi de répétabilité. Pourquoi? Parce que avec les biofilms, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a plusieurs stades de formation des biofilms. Les cellules, comme vous pouvez le voir ici, j'ai résumé un peu ce que rapporte en fait le biofilm à une bactérie. Pourquoi une bactérie qui est normalement dans un état planctonique, par exemple, dans l'eau ou dans la mer, elle décide donc de se joindre à d'autres bactéries et former un biofilm. Parce qu'il y a du bénéfice. Donc, il y a du bénéfice qui est une résistance générale
au traitement antimicrobien, que ce soit naturel ou pas naturel, que ce soit donc les antibiotiques, les méthodes, les produits donc antimicrobiens en général, que ce soit chimiques ou les méthodes physiques aussi. On va voir ça plus tard. Le deuxième problème des biofilms, c'est que si vous voulez y travailler dessus, il faut garder à l'esprit que vous allez avoir des soucis dans la répétabilité, par exemple, de vos expériences, parce que dans votre population, comme vraiment dans une ville, vous avez plusieurs états métaboliques des cellules. Elles sont pas dans une ville, vous n'avez pas tous les habitants au même âge, qui font le même métier. Donc, chaque population, elle est différente. Dans le biofilm, c'est pareil. Donc, il y a des états métaboliques différents en fonction de leur localisation dans le biofilm. Ceux qui sont au centre de la ville bactérienne ne fonctionnent pas de la même façon que ceux qui sont à la périphérie de la ville bactérienne. C'est pour ça que je fais toujours cette comparaison avec une ville d'humains. Et il y a aussi des gradients chimiques différents dans le biofilm. Donc, le gradient d'oxygène, il n'est pas le même dans tous les points du biofilm, les gradients de nutriments, etc. Aussi, on a remarqué dans plusieurs études, donc les chercheurs, ils ont remarqué que dans les biofilms, en plus de tout ça, il y a pas un risque, mais un taux de mutation qui est plus élevé. Donc, dans votre biofilm, si vous étudiez un biofilm pendant une semaine, il est très possible que même si vous faites des réplicas, dans vos réplicas, les populations vont muter puisqu'il y a un taux plus élevé de mutation et donc ils vont finir par diverger pour vos réplicas. Donc, tout ça fait que les biofilms ont été moins étudiés que les cultures donc, liquides à cause de voilà, ces certaines complications qui font que c'est un peu plus difficile. Donc, vous pouvez voir aussi dans les titres ici que les biofilms, même secs, ils gardent donc un taux de survie élevé de leurs cellules, irradiées, etc. Donc, pourquoi on s'intéresse à ça dans le contexte spatial? Et Mohamed a insisté que j'introduis un petit peu cette partie parce que ça intéressait les étudiants. Alors, dans le contexte spatial, c'est un peu comme une station offshore ou un sous-marin. Donc, c'est déjà un équipement qui est très, 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 très cher. Donc, les coûts de ces équipements-là qu'on envoie dans l'espace, c'est même plus que le budget de certains États. Donc, ça coûte très, très cher. Euh, Ces gens-là, quand on envoie dans l'espace, les astronautes, ils sont isolés. S'ils ont un problème, ils doivent le gérer tout seuls. Il n'y a pas une équipe technique qui peut intervenir tout de suite. Ici, sur Terre, dans une industrie alimentaire, si on a un biofilm qui se forme ou une machine qui se casse, c'est pas très grave. On peut tout de suite appeler une équipe pour intervenir et pour réparer. Ça, vous ne pouvez pas le faire dans l'espace. Donc, la solution, c'est d'essayer d'avoir le moins de problèmes possible. Le souci, c'est que contrôler la formation de biofilms, c'est très compliqué. C'est des cellules microscopiques. Elles sont partout sur notre peau. Elles nous accompagnent là où on voit. Donc, on peut pas, tant qu'on habite dans ce milieu-là, on ne peut pas tout stériliser en tout moment. Donc, elles vont toujours pouvoir se développer quelque part. Comme vous le voyez ici, par exemple, vous voyez sur le mur, il y a toute cette partie en noir. Donc, c'est une formation de moisissures et de biofilms multi-espèces qui contenaient entre autres des champignons. Et à cause de l'humidité, justement, qu'il y avait dans cette partie de la station Mir, je pense pour cette photo. Dans les autres photos, vous voyez totalement à droite, ça c'est le compartiment sanitaire, les toilettes entre parenthèses de la station spatiale. Donc c'est un compartiment qui est très susceptible à la contamination et donc les bactéries peuvent former des biofilms sur les différents types de matériaux que vous voyez. Ça pourrait être un alliage d'acier, d'aluminium, ça pourrait être un tube en plastique, en polymère. Ça pourrait être sur les vêtements, par exemple, comme vous voyez à gauche, donc sur l'image, sur les combinaisons spatiales. Et il y a eu des rapports sur ça, donc des biofilms qui se sont formés
dans la combinaison à cause de l'humidité, parce que les astronautes, ils la portent pour plusieurs heures dans la journée, et donc c'est enfermé, comme il y a de l'humidité, il y a des biofilms qui se forment. Et dans l'image qui est au milieu, donc ça, c'est une unité de traitement de l'eau au niveau de la station spatiale. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, à la station spatiale, les astronautes, ils boivent de l'eau traitée. On n'envoie pas tout le temps de l'eau fraîche. Donc, toute l'eau, en fait, il y a un circuit fermé de l'eau. Donc, l'eau qui est utilisée, elle va passer par tout un procédé pour être décontaminée et voilà, et traiter jusqu'à être dans un gradient d'eau potable. Donc, ils sont en train de reboire l'eau qu'ils sont en train d'utiliser. Donc, c'est un système très complexe pour le traitement de l'eau qui est très sensible aussi. Et là, on a euh, repéré des pannes même qui étaient dues à la contamination par des bactéries ou à l'accumulation de biomasse. Je vais vous montrer des photos un peu plus tard. Donc, dans le cadre de ma thèse, qu'est-ce que je fais moi dans tout ça? Donc, dans le cadre de ma thèse, j'ai eu comme tâche au début d'étudier la formation de biofilms par certaines bactéries qui ont été repérées, donc, ou plutôt qui sont contaminants de ce système, par exemple, de récupération de l'eau. Et cette bactérie, c'est une bactérie environnementale, en fait, on la trouve sur Terre. Heureusement, elle n'est pas pathogène, mais elle est très résistante et elle peut survivre dans des milieux oligotrophes. Donc, c'est Cupravidus metallidurans. Je sais qu'il y a des collègues à moi aussi à la faculté des sciences du BIZERT qui travaillent déjà dessus pour d'autres applications. Et on va essayer de voir comment elle développe des biofilms sur les différentes surfaces qu'on utilise généralement dans l'aérospatiale. Par exemple, à gauche, on a une surface de polymère, le téflon. Donc, c'est très utilisé dans le domaine aérospatial. Oui. نسام juste comme Skander en attente Oui. لازم خاطر هو biofilm aussi donc il sera aussi juste دخل Skander خاطر انت C'est à moi de le faire. Donc, oui afficher. OK, laisse-moi faire ça. Admettre tout. Voilà, Skander voilà merci. c'est fait. OK, donc, je disais, donc, c'est d'étudier la formation de biofilms par cette bactérie qui est souvent un contaminant du système de récupération de l'eau sur différents types de surfaces qu'on utilise pour la fabrication qui rentre quoi, dans la structure de ces structures spatiales. Donc, on a déjà publié ces résultats, donc ça, vous pouvez voir si vous voulez les détails. Voilà, je vous ai mis le titre ici. Ça ne veut pas changer de page maintenant. Ah, c'est bon. Donc, juste un petit snap de ce qu'on avait publié. Alors, j'ai montré ici ces biofilms sur le téflon, sur un alliage d'aluminium et au milieu sur le verre. Comme vous pouvez voir déjà, les biofilms et les cellules ont l'air différents. Donc, on avait déjà euh, conclu à partir d'observations microscopiques que on dirait qu'il y a un type d'adaptation des cellules à leur environnement ou à la surface qu'ils sont en train de coloniser. Et en effet, on voit qu'ils ont une préférence. On a essayé plusieurs conditions, plusieurs types de surfaces. Et en fonction de l'environnement ici qu'on avait caractérisé via l'hydrophobicité de ces surfaces-là, donc on a mesuré l'hydrophobicité de ces surfaces dans différentes conditions. Et on les a classés de très hydrophiles à très hydrophobes. Ensuite, on a étudié la formation de biofilms et on a vu un résultat quand même un peu étrange parce que nos biofilms ont préféré la surface très hydrophile et la surface très hydrophobe. Donc, c'est complètement opposé en termes de caractéristiques. Et là, on est encore en train d'investiguer. On a fait une analyse protéomique qu'on est maintenant en train d'essayer de comprendre pourquoi justement ces bactéries ont ces préférences-là. Alors, je passe ensuite à ce qu'on pourrait faire dans ce cas de contamination ou de formation de biofilms, si ça devient hors contrôle en fait. Parce que comme j'ai dit au début, si vous laissez le temps au biofilm et vous lui donnez les conditions nécessaires, cette cité de cellules, elle va continuer à se développer. Et j'ai trouvé dans la littérature
plusieurs idées intéressantes. Je me suis ici intéressée surtout aux méthodes physiques. Donc, il y a des méthodes physiques et des méthodes chimiques de contrôle de biofilms, comme aussi le contrôle de tous les micro-organismes. Donc, il y a les antibiotiques, les produits antibactériens, antimicrobiens, mais il y a aussi des méthodes comme l'irradiation aux UVC. Ici, il y a des gens qui sont en train d'essayer le biofilm contrôle à travers du plasma, à travers les radiations laser. J'ai des collègues en Tunisie qui travaillent sur allez, le champ magnétique. Et aussi, il y a les rayons gamma et les rayons X. Donc, je mets ici un petit, comment dire, un petit rappel sur, je ne sais pas s'il y a des fans de Star Trek dans l'audience, mais quand je vois tous ces titres et les méthodes un peu compliquées d'essayer de contrôler les biofilms, ça me fait cet effet-là. On dirait un petit peu la science-fiction, mais c'est comme ça. Alors, on en revient à un autre souci avec les biofilms au niveau de la station spatiale. Donc, je vous ai montré au tout début des biofilms qui étaient microscopiques. Donc, on devait les colorer et les observer au microscope pour les voir. Donc, si on a cette contamination, en réalité, ça passe inaperçu. On passe à côté, on ne la voit pas tant qu'on ne l'a pas étudiée. Par contre, comme on vient de dire, si on laisse assez de temps et on donne les conditions aux biofilms, vous pouvez voir sur les images, que ce soit en milieu hospitalier ou dans l'espace ou dans les industries agroalimentaires. Donc, le biofilm, il va se développer au point de boucher même les systèmes et les appareils. Donc, il y aura une accumulation de biomasse au point de voilà, causer des problèmes techniques. Et c'est à ça qu'on s'intéresse le plus, du moins dans mon laboratoire. On ne se soucie pas trop du côté hygiène ou médical, les pathogènes et tout. On se concentre sur les problèmes techniques qui sont causés par l'accumulation de biomasse. Donc, il peut y avoir des fuites, bien sûr. Si vous avez un tube qui est bouché et que vous continuez à pomper votre eau que vous voulez recycler à la station spatiale, ben, s'il est bouché à un certain moment, la pression, elle va monter. Et si vous vous en rendez pas compte à temps, donc la tubulure, elle peut craquer. Vous pouvez avoir des fuites. Vous ne voulez pas avoir des fuites à la station spatiale parce que c'est très petit, ça va être dangereux. S'il y a de l'humidité dans les parois, vous avez aussi des systèmes électroniques et des câbles électriques qui passent dedans, donc ça peut engendrer beaucoup de problèmes. Vous pouvez perdre des fonctions électroniques et vous pouvez aussi causer des courts-circuits et donc des incendies. Donc, à partir d'un tout petit problème qui est accumulation de biomasse, quand vous êtes dans un espace qui est tout petit et vous n'avez pas d'aide technique qui peut venir en aide, donc ça peut dégénérer. Et donc, on a essayé de reproduire ce type de biofilm un peu que vous voyez ici, donc des biofilms épais en laboratoire avec des méthodes qui permettent la formation beaucoup plus rapide parce qu'on ne peut pas attendre comme dans les conditions réelles ce genre de biofilm que vous pouvez voir à l'œil nu qui est macroscopique, on l'appelle macroscopique contrairement au biofilm microscopique. Donc, vous pouvez le voir à l'œil nu. Normalement, dans- donc, normalement, ça prend beaucoup plus de temps. Donc, ça prend des semaines, des mois pour que ces biofilms se forment. Par contre, dans le laboratoire, on ne peut pas attendre ça. Donc, on a des méthodes pour aller plus vite. Alors, donc, ici, vous avez un biofilm. Oui, j'entends quelqu'un d'autre, je crois. Non? Vas-y, continue, Lisa. OK. Donc, je disais, donc, on essaie de reproduire ces biofilms macroscopiques qui ont des propriétés quand même différentes des biofilms microscopiques. Et vous pouvez ici voir une photo au microscope électronique. Donc, c'est une population très dense de cellules. Encore, Cupravidus metallidurans n'est pas connu pour sa fameuse production d'EPS, donc de matrices extracellulaires. Donc, ici, on voit principalement qu'il est formé d'un amas de cellules. Si peut-être on aurait étudié Pseudomonas, on aurait vu voilà, quelque chose de complètement différent. Et donc ici, ce que je veux retenir de cette diapo, c'est un mur. C'est un mur de cellules. Quand vous allez voir les cellules donc, au-dessus,
vous avez un mur de cellules. Comment vous allez pouvoir atteindre les cellules qui sont au milieu et les cellules qui sont en bas avec vos moyens ou vos techniques antimicrobiennes? Donc, au labo en général, il y a plusieurs techniques pour étudier ces biofilms macroscopiques. Donc, la technique la plus connue, c'est les macrocolonies. Les macrocolonies, c'est l'équivalent d'un biofilm qui pousse sur de la matière organique, comme les biofilms qui poussent sur le bois qui est en train de se décomposer, sur un corps organique un corps biologique en train de se décomposer. Vous avez aussi ces membranes, donc ce qu'on avait fait nous au laboratoire. Donc, on fait pousser ces biofilms sur des membranes poreuses. Donc, en dessous, vous avez le milieu nutritif. Au-dessus, on met nos cellules. Donc, le milieu nutritif, il va passer. C'est un petit peu comme le filtre qu'on avait montré, le filtre bouché qu'on avait montré un peu plus tôt. Et le biofilm, il va se développer. Il y a la méthode de la pellicule à la surface air liquide. Donc, il y a ça, c'est pas toutes les bactéries qui le font. Donc, il y a des bactéries qui forment un biofilm flottant. Et il y a aussi la technique de drip flow, de réacteur drip flow. Donc, ça, c'est un petit peu, ça reproduit un petit peu ce que vous avez dans la cuisine ou dans la douche. Quand le robinet, il est en train de fournir du liquide, de l'eau goutte à goutte. Avec le temps, vous savez très bien, il y a quelque chose de il y a de la matière biologique un peu gluante qui se forme si on ne nettoie pas souvent. Donc ici, c'est un peu la même chose. On donne du milieu nutritif sur une lame qui est contaminée avec un système de goutte à goutte qui est fermé et stérile. Et on laisse voilà, le temps aux bactéries de former leur biofilm. Et vous pouvez voir, ça peut être grand. Hein. Donc, ça peut vraiment s'élargir tant que le milieu nutritif est là, les conditions sont là, le biofilm va continuer à se développer. Alors, dans le cadre de ma thèse, on s'est dit, d'accord, ces biofilms macroscopiques, ils ne sont pas très étudiés. Déjà, le sujet de biofilm lui-même, il n'est pas très étudié. Et nous, on avait choisi, en plus de travailler sur des biofilms macroscopiques qui prennent du temps à être formés. Donc, il y a encore moins de travaux sur ça. Et on n'avait pas beaucoup de bases de littérature pour savoir nous situer. Alors, on a dit, OK, on va essayer un petit peu trois techniques qui sont très courantes dans le domaine de l'hygiène et du contrôle antimicrobien, qui sont l'irradiation aux UVC. Ça, vous trouvez partout, hein, dans les hôpitaux, les salons de beauté, etc. Donc, c'est une technique très répandue qui fonctionne bien sur les cellules nues. Il y a les rayons ionisants, donc que ce soit nous, on a travaillé ici avec les rayons X, mais pour l'industrie agroalimentaire, je pense que le plus courant, c'est de travailler avec les rayons gamma, ça coûte moins cher et on peut faire passer beaucoup plus de quantité d'échantillons ou de matériaux à stériliser. Et finalement, une technique chimique qui est basée sur les nanoparticules d'argent. Alors, l'argent, il est connu depuis des siècles comme étant antimicrobien. Les gens, ils utilisaient de la vaisselle en argent. Allez, les gens riches, ils utilisaient de la vaisselle en argent, voilà, parce qu'ils connaissaient que ça avait des propriétés antimicrobiennes. Vas-y, Mohamed. 3 minutes, 4 Oh, minutes. voilà. OK, on va aller très vite alors. Euh, bon, je vais aller vite sur ça pour vous dire que les UVC qu'on avait utilisés, malgré qu'on est allé sur des doses très élevées, face à ce mur de cellules, ça n'a rien donné, comme vous pouvez voir sur les résultats qu'on affiche. Donc, toutes les doses qu'on avait utilisées, donc on n'arrêtait pas d'augmenter les doses et la survie au sein du biofilm est toujours la même. Donc, les cellules à l'intérieur, ils sont absolument pas affectés par les UVC. Donc, si vous avez un biofilm macroscopique ou mature, peu importe combien vous le laissez sous votre lampe UV, ça va rien lui faire. Alors ensuite, on a essayé notre méthode chimique. On avait commencé par exposer ces biofilms aux nanoparticules d'argent et ce qui est représenté en violet à gauche. Et on avait vu qu'il n'y avait aucun effet, malgré qu'on était presque à 1 gramme par litre de nanoparticules d'argent, ce qui est énorme. On s'est dit peut-être les particules les nanoparticules d'argent n'ont pas
libérer assez d'ions d'argent qui font vraiment l'effet antimicrobien. Alors, on a dit, OK, on va changer vers l'argent lui-même. Comme ça, on donne une solution concentrée d'argent. C'est que directement, il y aura une exposition aiguë aux ions d'argent, ce qui est représenté en bleu. Et comme vous voyez, il n'y avait pas eu une énorme différence. Et ici, on était vraiment très étonnés parce qu'il n'y avait pas de raison pour qu'il n'y a pas de cell killing. Alors que si on compare, ce n'est pas une propriété des cellules de Cupriavidus metallidurans en elles-mêmes, parce que les cellules, dans la culture liquide, vous pouvez voir ça à droite, elles étaient sensibles à des concentrations beaucoup moins élevées. Donc, on peut tuer toutes les cellules de la culture liquide qui est en phase stationnaire à 25 mg par litre. Donc, cette résistance est une propriété du biofilm. Et je ne sais pas si on a le temps de parler de ça ou pas. Donc, on a essayé d'un peu de creuser plus ici pour voir comment on peut trouver le point faible du biofilm. Et on a essayé d'étudier selon l'âge de maturité, selon la maturité du biofilm. À quel âge le biofilm il est sensible aux nanoparticules d'argent. Je termine avec la slide des rayons X et je pense c'est tout. OK? Et donc, ici, je veux juste dire qu'on avait trouvé qu'il y a justement de la sensibilité en fonction de l'âge. À partir d'un certain âge, votre biofilm, vous ne pouvez plus rien y faire, au moins avec les méthodes qu'on avait essayées. Donc, un biofilm de 24 heures, vous ne pouvez plus rien faire pour ça. Si vous voulez intervenir, donc il faudra intervenir avant. Et finalement, on avait essayé une méthode très forte. Donc, les rayons X, c'est des rayons ionisants qui en sont supposés pouvoir passer à travers les biofilms. Donc, les UVC n'ont pas assez d'énergie pour traverser le biofilm, donc ils vont affecter que la surface. Les rayons X, c'est des rayons très pénétrants. Ils n'auront aucun souci à traverser quelques microns de cellules. Alors, on trouve ici qu'à 200 à 100 degrés déjà de dose, on observe une réduction. On observe une meilleure réduction doublant de la dose. Donc, on suppose ici que si on va, par exemple, à 400 degrés, on va pouvoir éradiquer toutes les cellules dans ces biofilms macroscopiques, ce qui n'est pas très étonnant puisque dans l'industrie agroalimentaire, pour stériliser les produits alimentaires, ils vont généralement à 1 ou 2 kg ou même plus de doses pour être certain d'avoir tué toutes les cellules. Donc, voilà. Donc, je pense que c'est le moment de laisser un petit peu de temps pour les questions. Si on a, peut-être c'est mieux pour conclure ensemble. Absolument, Ouais. absolument. Merci, donc, Nissem. En fait, avant de donner la chance à l'audience de poser une question, j'ai vraiment une curiosité. Curiosité. Est-ce que dans la Station spatiale internationale ou est-ce que dans les comètes qui partent dans l'espace, est-ce que sur les surfaces extérieures, on s'en fout de la salle de bain, on s'en fout de la salle du cockpit, etc., mais sur les surfaces extérieures, est-ce qu'on a noté la présence de biofilms et donc de bactéries ou de quelque autre type de vie? Est-ce que tu sais? Alors, oui, ce que je sais, moi, c'est qu'on n'a pas, du moins pour le moment, il n'y a pas de rapport sur la présence de biofilms sur la surface extérieure parce qu'il y a des méthodes de décontamination, surtout sur les rovers et tout ce qu'on essaie d'envoyer sur une autre planète ou sur une comète ou sur un astéroïde. Donc, il y a des protocoles de décontamination. Cependant, des cellules et des spores, oui, parce qu'il n'y a pas moyen pour le moment que la surface soit complètement stérile. Donc, la procédure dit qu'il y a un seuil limite de nombre de cellules par mètre carré ou par centimètre carré. Donc, il y a un calcul qui se fait. Ils prennent des échantillons, ils font la culture, ils disent, OK, je ne sais pas, j'ai 10 cellules par centimètre carré, c'est bon. De toute façon, ils vont partir dans l'espace. Les conditions sont difficiles. Et voilà, on espère qu'ils ne vont pas trouver les bonnes conditions. C'est tout ce qu'on fait. Donc, on a un threshold qu'on ne doit pas dépasser. Il y a quand même des cellules là-dessus. Et on se dit, on croise les doigts que voilà, ils ne vont pas trouver les bonnes conditions pour prospérer. D'accord. Mais là aussi, peut-être, c'est toujours la même question, mais quand des comètes reviennent ou quand des choses reviennent de l'espace, est-ce que tu sais si on a trouvé des choses à l'extérieur toujours?
Tu veux dire quand ils font le retour d'échantillons, en fait. Par Voilà. exemple, parce que cette année, l'année dernière, ils ont récupéré des échantillons d'un astéroïde. Oui, Et alors, ce qu'ils savent pour le moment, c'est qu'il y a les acides aminés, ils se forment spontanément dans l'espace. Il y a de d'accord. la matière organique qui se forme spontanément, mais ils n'ont pas trouvé. Donc, les choses qu'ils ont trouvées les plus avancées, point de vue évolution, je pense qu'ils ont trouvé voilà, des acides aminés et des ébauches de protéines, quelques associations d'acides aminés D'accord. et de la matière biochimique, D'accord. mais pas de cellules pour le moment. Pas de cellules ou de structures comme des virus, ou en tout cas pas au public. Alors, l'audience, est-ce que vous avez une question ou des questions? Nabil, oui. Je suis. Skander aussi, tu peux intervenir parce que tu es l'expert ici. dans- J'allais juste rajouter un petit commentaire par rapport à... Déjà, sur Terre, on a du mal à détecter des bactéries en D'accord. masse. Donc, alors, l'espace, c'est encore plus difficile peut-être. Mais oui, ouais, déjà, c'est bien d'avoir détecté de la matière organique. C'est Donc, je un laisse début. Nabil, peut-être il pose la question et je reviens vers Ouais, toi. ouais, ouais. Oui, bonjour, juste une petite question. Je vous félicite tout d'abord pour votre exposé, votre parcours. Je vous souhaite une bonne continuation. Donc, ma question, c'est sur Terre aussi. Dans les labos, donc, on utilise usuellement des appareils pour l'extraction de l'ADN, etc. Et normalement, on utilise l'UV pour stériliser tout le matériel. Mais avec ce que vous avez exposé, normalement, il y a une probabilité pour qu'il y ait des biofilms. Donc, comment on doit faire pour suivre donc l'entretien de tous ces appareils d'après vous? Une suggestion ou... Euh, ok, donc ça c'est un problème, par exemple, qui est toujours posé, par exemple, en chirurgie, parce que les outils de chirurgie, la plupart, ils sont réutilisables dans les hôpitaux, les outils en acier, etc., les machines. Et malgré les procédés de décontamination, ils trouvent que les biofilms, ils sont toujours là, qu'à l'échelle microscopique, quand ils font de la microscopie sur une lame ou sur un outil qu'ils utilisent sur les patients, malgré tout, ils trouvent toujours qu'il y a des biofilms. Donc, la procédure, la meilleure chose, c'est c'est mettre à l'autoclave. Ça, on peut être sûr, même s'il reste des résidus de matière organique sur allez, sur la pièce ou le matériau, mais toutes les cellules, elles sont mortes. Donc, l'UV, c'est un traitement de surface. Si vous avez des crevasses, des petits creux dans votre surface, sur votre matériau, les outils, donc, Pour- l'UV, il ne va pas être efficace dans ces crevasses-là ou voilà. Donc, c'est les cellules nues à la surface vont être tuées. Mais des cellules qui se cachent sous d'autres cellules ou sur de la matière organique parce que ça n'a pas été totalement nettoyé, elles vont pouvoir survivre. Donc, la meilleure solution dans ce cas, voilà, c'est l'autoclavage. Et pour les grands appareils pour l'extraction de la reine, sont une sorte de système fermé. Ouais, 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 ouais. Donc là, c'est un peu délicat. Ça sera pour... Et alors, dans ce cas-là, je sais qu'il y a des traitements enzymatiques. Hmm. Ouais. Donc, je pense que le mieux, voilà, c'est les traitements enzymatiques. Mais c'est Donc, des traitements justement qui coûtent cher, qu'on ne peut pas utiliser, par exemple, pour un système de récupération de l'eau, un traitement de l'eau. On peut pas... Voilà, c'est vraiment des traitements pour des applications bien déterminées, comme merci. la recherche. Ouais. Donc, Skander, du coup, tu peux poser tes questions à Nissem, Skander. Nous avons ici un autre expert mondial des biofilms. Et désolé, je suis arrivé un peu en retard, donc je suis arrivé à la fin, mais très bonne fin de présentation. Je suppose que toute la présentation était magnifique. Et oui, c'est très difficile de traiter des biofilms. J'ai pas vraiment de questions parce que je suis vraiment arrivé à la fin, mais je rejoins ce que tu viens de dire, que c'est très difficile et que, en fait, les bactéries sont là. C'est pour ça que les hôpitaux sont des niches ce sont la source des infections et malheureusement, c'est ça. Donc, ils sont toujours là. Il y a vraiment très peu de possibilités. On essaie de limiter, c'est tout. Mais il y aura toujours des bactéries, des biofilms se former. J'en parlerai dans ma présentation, mais
Et aussi, bah, là, je travaille dans une compagnie où on travaille sur des solutions anti-biofilm et j'en parlerai aussi. Donc, je laisse un peu là après pour la présentation, mais la solution, c'est vraiment au tout début. Au tout début, il faut les Ouais, empêcher de s'installer. tout Je à fait. pense que c'est pareil pour vous, pour tout ce qui est instrument ou outil qui doit aller dans l'espace par la suite. Il faut vraiment limiter au maximum, ce qui est très difficile déjà, mais limiter au moins l'installation, donc les premières phases d'installation de formation de biofilm. Ouais, le mieux, ce qu'on peut faire pour le moment, c'est intervenir au tout début. En fait, il faut donc continuer à faire les analyses tout le temps, savoir si on a une contamination ou pas, parce que le mieux, c'est de la traiter au tout début. Une fois le biofilm s'installe, c'est très compliqué après. Ouais. Good. Alors, Nissem, merci beaucoup. Je suis très heureux de vous, Merci à vous. Merci. très heureux. Parce que, voilà, Merci. Bonne continuation.